Aman Mana, bonjour. Bonjour. Sur la couverture de votre livre de 700 pages, vous représentez un Paul Biya qui porte des lunettes noires et une chemise blanche tachée de sang. Pourquoi ce choix ? Oui, je pense que dans notre pays, on a navigué dans une rivière de sang. Et tout commence par l'innocence perdue du putsch de 1984, où il y a déjà une vague d'exécutions justifiées et non justifiées, des règlements de compte. Vous publiez d'ailleurs, c'est une exclusivité, la liste des 47 militaires camerounais condamnés à mort et exécutés à la suite de ce putsch raté. Oui, exécutés entre mai et août 1984. Et ensuite, taché de sang parce qu'il n'y a pas eu que cela. Il y a maintenant un ensemble de choses. Vous savez, en 1990, on évalue à près de 400 morts les personnes qui ont été tuées par les forces de l'ordre. Sans parler maintenant de 2008, où pendant les émeutes dites de la faim, il y a eu une centaine de morts, dont d'ailleurs je publie la liste dans cet ouvrage également. L'un des temps forts de votre livre, c'est la présidentielle d'octobre 1992. Paul Biya a dû accorder le multipartisme. Dans le pays d'à côté, le Congo-Brazzaville, le président Sassou Nguesso vient d'être battu par Pascal Lissouba. C'est le vent du changement. Et pourtant, Paul Biya est officiellement réélu, mais avec seulement 4 points d'avance sur John Frundi, un score très serré. Est-ce à dire que le parti au pouvoir RDPC était moins aguerri, moins fort qu'aujourd'hui ? Le parti RDPC était moins sophistiqué, moins aguerri dans sa capacité à manipuler les chiffres. Je pense qu'il y a 2 facteurs à l'époque. Je pense qu'il y a une grande mobilisation autour du SDF. De John Frundi. Et il y a ce raz-de-marée vers les urnes qui fait que tout le monde est d'accord là-dessus aujourd'hui. John Frundi a remporté ces élections, mais ce n'est qu'en dernière minute à la Commission nationale des recensements de votes, avec un afflux de votes venant tardivement de l'extrême nord, qu'on a dû corriger les résultats. J'en parle parce que je suis un témoin oculaire. J'étais jeune journaliste à Cameroun Tribune et c'est moi qui ai couvert non-stop. On appelait ça la Commission nationale de recensement des votes. Non, je pense que le pouvoir n'était pas encore aguerri dans ces techniques de modification des résultats de vote. Voilà. Vous rappelez aussi qu'en octobre 92, le nordiste Bello Bouba Maïgari arrive 3e avec 19% des voix. Est-ce que l'opposition aurait gagné si Frundi et Bello n'avaient pas été divisés ? Je ne sais pas. Je pense que le pouvoir se serait de toute façon retrouvé dans une situation assez compliquée. Parce que dans le Grand Nord, où Bello Bouba a son fief électoral, il y a également la réaction populaire que le pouvoir devait redouter. Donc, il me semble que si l'opposition avait été unie, peut-être que John Frundi aurait gagné. Mais maintenant, c'est sans compter avec la volonté absolue, la volonté claire du RDPC et de Paul Biya de rester au pouvoir. Alors John Frundi est décédé, mais Paul Biya et Bello Bouba Maïgari sont toujours là. Est-ce que vous pensez qu'on va les revoir tous les deux comme candidats en octobre prochain ? Écoutez, ça dépend de l'arithmétique. À l'heure actuelle, on sait que Bello Bouba, politiquement, peut-être n'est plus ce qu'il était à cette époque-là. Donc, cela fera partie des calculs. Maintenant, il y a l'inconnu Maurice Kamto. Est-ce qu'on acceptera sa candidature ? À ce qui me semble, peut-être que Bello Bouba Maïgari ne soit pas un protagoniste décisif dans l'élection de 2025, sauf s'il adoube Maurice Kamto. Autre temps fort dans votre livre, la querelle territoriale entre le Cameroun et le Nigeria sur la presqu'île de Bakassi. On est en 1994. Et vous dites que là, c'est une réussite pour le régime de Paul Biya. Oui, bien sûr. Mon livre est là pour rendre compte de ce qui s'est passé. Mon livre n'est pas là pour peindre en noir un régime. Non, à ce qui me semble, et tout le monde est d'accord là-dessus, Paul Biya a bien joué. C'est une carte qu'il a bien jouée. Pas une forme de pondération, pas une forme d'utilisation de ces relais internationaux, et également par l'expertise juridique locale, là où on retrouve Maurice Kamto. On savait déjà que Maurice Kamto n'était pas forcément quelqu'un de favorable au régime en place, mais compte tenu de son expertise, il était l'une des figures de pro de l'équipe. Et après avoir remporté sur le plan juridique, Paul Biya a engagé une négociation politique pour pouvoir obtenir ce qu'il avait gagné juridiquement. Là, c'était bien joué. Dans cette crise qui est sérieuse entre le Cameroun et le Nigeria, on voit apparaître pour la première fois l'armée israélienne aux côtés de Paul Biya. Quel rôle a joué un officier israélien dont vous parlez beaucoup, le colonel Avi Sirvan? Oui, pendant de longues années, le colonel Avi Sirvan a été le véritable patron des armées camerounaises. C'est un officier qui est arrivé au Cameroun comme attaché militaire de l'État d'Israël et après avoir pris sa retraite
chef de l'armée israélienne. Il s'est mis au service de Paul Biya et Paul Biya lui a fait entièrement confiance parce qu'une chose est sûre, Paul Biya ne fait pas entièrement confiance à son establishment militaire. Donc, il a bâti sa sécurité personnelle déjà avec cet officier israélien qui avait tous les moyens et d'ailleurs cela créait des jalousies ici et là dans l'armée contre lui. Donc, il a pendant une bonne quinzaine d'années géré, entre guillemets, les questions sécuritaires du Cameroun. Il a créé des corps spéciaux, voilà. Alors cet officier israélien meurt dans un accident d'hélicoptère en 2010. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des officiers israéliens dans l'état-major camerounais? Ils ne sont pas dans l'état-major. Il a été remplacé, je pense, par un de ses camarades. Mais l'État d'Israël n'assume plus cette coopération-là. C'est une coopération, entre guillemets, privée désormais. Donc, elle est opérée, certes par des Israéliens, mais elle n'a pas le couvert diplomatique de l'État d'Israël. Bon, bien entendu, ça a été suite à un ensemble de pressions qui ont eu lieu sur la Knesset par des groupes de militants de droits de l'homme qui pensaient que l'État d'Israël ne devait plus s'associer à un régime comme celui-là. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça c'était avant ce qui s'est passé à Gaza dernièrement. Voilà. Pendant ces 43 années de présidence Paul Biya, il y a dans votre livre plusieurs fils conducteurs, la corruption, la répression. Vous parlez notamment des plus de 100 jeunes émeutiers de la faim qui sont tués à Douala en février 2008. Pourquoi avez-vous tenu à faire le portrait de l'ancien secrétaire général de la présidence, Marafa Hamidou Yahya, qui est en prison depuis 2012? Oui, j'ai tenu à faire le portrait de Marafa Hamidou Yahya. C'est pour dire l'absurdité qui entoure la question de la succession de M. Biya et celle-ci depuis le début des années 2000. C'est-à-dire qu'il est question de couper en réalité toutes les têtes qui dépassent. Voilà. Oui, vous citez l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé qui dit « Marafa est en prison parce qu'il a pensé au pouvoir ». Exactement. Ça, ce sont les fuites de Wikileaks qui ont mis cela dehors Marafa naïvement dans une conversation avec l'ambassadeur des États-Unis, Nail Smakat. Il s'est exprimé. Bien entendu, l'ambassadeur a rendu compte à son gouvernement et malheureusement, avec les câbles de Wikileaks, la conversation s'est retrouvée dans le public et voilà ce qu'il est advenu. Et puis dans votre livre, vous dites « Je raconte le long chemin sur lequel Paul Biya a mené le Cameroun au bord de l'abîme, non sans la complicité de ce peuple qui paresseusement s'est laissé choir ». Oui, je pense que c'est trop facile de dire que Paul Biya a fait ci, Paul Biya a fait ça. La société civile camerounaise, le peuple camerounais se lie lui-même les mains dans un pacte de paresse, de corruption et à la fin, on se demande bien si le peuple camerounais, c'est-à-dire nous, ne méritons pas ce qui nous est arrivé. Non, en réalité, chez moi, il est plus question de piquer l'orgueil des uns et des autres afin qu'ils se ressaisissent pour reprendre en main leur pays. En réalité, c'est un appel à la réappropriation du Cameroun par les Camerounais. C'est une interpellation en réalité. Aman Mana, merci. Merci.